crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. On jette un coup d'œil d'abord du côté du Fear and Greed Index. Fear and Greed Index, on est à 14 actuellement. 14, donc vous l'avez compris, on est extrêmement bas, on est dans l'extrême peur. Les investisseurs ont clairement très peur d'investir sur le marché crypto. Allons-y. Commençons par un aperçu rapide du marché. Le marché crypto a prolongé ses pertes ce week-end avec un volume élevé de liquidation. Bitcoin a plongé en dessous des 75 000 $ brièvement et se négocie actuellement autour de 76 000 à 78 000 $, en baisse de plus de 3% sur 24 heures et près de 40% depuis son pic de 2025. Ethereum a mené la chute parmi les majors, perdant plus de 7% pour tomber sous les 2300 $. Le market cap total a perdu des centaines de milliards avec une ambiance de survie chez les investisseurs. Ici, Bitcoin, la descente ADA ce week-end, passant des 84 000 $ quasi aux 74 000, a perdu 10 000 $. Pauvre Bitcoin en seulement à peu près 2 jours. Ethereum aussi, la descente ADA des 2007 pour chercher les moins des 2002 ce matin. On l'a vu cette semaine, vous avez vu les liquidations qu'il y a eu, vous avez vu on a encore eu plus de 2 milliards, on va en parler ce soir, plus de 2 milliards et demi de dollars qui sont partis en fumée à cause des traders, des traders malheureusement. Donc là, il y a des traders aujourd'hui, ils sont à poil. Il y a plein de personnes qui se sont retrouvées à carreau parce que ils jouent aux singes, ils font les singes à un moment donné. Ils font les singes. Donc une pression vendeuse énorme et des liquidations en cascade. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Environ 2,5 milliards de dollars ont été liquidés en une seule journée. C'est énorme. Pour vous donner un ordre de grandeur, lors du crash Covid 2020, la liquidation totale était d'environ 1,2 milliard de dollars. Lors de l'effondrement d'FTX, on avait vu environ 1,6 milliard de dollars. Et là, on dépasse largement ces événements sur un simple samedi, une journée banale, sans annonce majeure. Trader qui s'est fait liquider sur Hyperliquid quasiment 220 millions de dollars de longue en Ether. Ça fait mal, très très mal, et donc forcément ça accentue encore les liquidations. Et ça c'est quelque chose que l'on ne voit pas forcément, mais qui est une réalité. Et celui qui devrait poser problème à un moment donné, ce ne serait pas Celor, mais ce serait plutôt Bitmain, avec ici Ethereum, qui pourrait ici entraîner Ether dans quelque chose de beaucoup plus fort, avec une baisse quand même beaucoup plus agressive sur des liquidations en cascade, principalement à cause de la finance centralisée, et des gros leviers qu'on retrouve régulièrement sur Ether. On parle de 4 millions d'Ethereum. Forcément, ça ferait très mal. Et puis alors, il y a MicroStrategy ou stratégie pour les intimes. Le business plan de Sailor, c'est un cercle vertueux, vous le connaissez, j'emprunte pour acheter du Bitcoin, et puis une fois que j'ai acheté du Bitcoin, j'emprunte avec ce Bitcoin pour racheter du Bitcoin. C'est génial quand ça monte, sauf que là, sous les 76 000, la stratégie est officiellement en perte. Dans le rouge, les experts nous disent qu'il n'y a pas de risque de vente forcée. On verra combien de temps le marché adhère à cette version avant de craquer, ce que je n'espère pas bien sûr. Alors du côté des news, on a Michael Saylor qui nous fait du Michael Saylor, comme tous les lundis, vous le savez, comme tous les dimanches en général, il commence à faire du teasing pour informer qu'il va faire son DCA. Donc vous le savez, tous les lundis, en général, il fait un DCA, c'est-à-dire qu'il achète massivement du Bitcoin. On voit des records d'outflow du côté de BlackRock ici, 528 millions de dollars sur la journée de vendredi. C'est un record absolu. Voilà, c'est le record. Donc il n'y a jamais eu autant de outflow du côté de BlackRock sur Bitcoin. C'est exactement le contraire qu'on voulait observer. On suivra aussi Bitmain, Immersion Technology, vous savez, c'est la société de Tom Lee, parce que tout de suite, ils sont en perte latente de plus de 6 milliards de dollars. Là, le graphique, il est absolument sans appel. Ce qui nous intéresse ici, c'est de nouveau la courbe mauve. On voit qu'elle se situe tout en bas dans le graphique, et donc les mineurs ne sont justement pas du tout en train de vendre leur position. Mieux encore, ils sont vraiment dans une phase de hold et ils ne vendent beaucoup moins que ce qu'ils ont pu faire en moyenne sur toute l'année. Et la plupart sont pas exposés au BTC. C'est pour ça qu'en fait les mecs en parlaient pas. Si tu regardes le portefeuille de la plupart des gens, ils ont pas de BTC et ils sont exposés full alt. Donc les alt bear market depuis 5 ans. Voilà. Regarde, la plupart des personnes qui sont sur YouTube, même ou sur les autres réseaux sociaux, ça les saoule de parler de BTC. BTC d'Ether. Ils en parlent une fois quand ils commencent, au début, quand ils veulent se lancer, ils disent il faut bien en parler un petit peu. Et puis après, tout de suite, ils switchent pour aller sur les nouveaux narratifs, sur les trucs qui sortent un peu, qui font un peu de bruit. Donc aujourd'hui, le DCA peut légitimement commencer à s'acter du côté de Ethereum, tout en ayant bien en tête que pour ceux qui commencent à rentrer ici à 2200, plus ou moins 100 $, on pourrait tout à fait revoir un Ether en bear market autour de 1400, 1500 $. C'est curieux que les gens vendent alors qu'il suffit de continuer un DCA. Ouais, mais c'est comme tout.
Le plus compliqué, c'est pas le DCA en soi, tu vois, c'est toujours les gens, ils vont changer, ils vont comprendre ça, mais au moment où le marché va évoluer, le moment où le marché va fluctuer, ils vont changer leur stratégie. Alors, si vous observez le marché en général, de nombreux altcoins ici subissent d'énormes pertes. Si vous prenez Solana, Solana tente également de se maintenir au-dessus de mon point ici, aux 99 000, non, bon, peut-être d'ici 10 ans, donc 99 évidemment. Donc on peut voir 3 chandelles ici qui essayent de rester au-dessus. Les détenteurs de crypto-monnaies et leurs proches sont une nouvelle cible des malfrats. Une série d'enlèvements en France dans le milieu des crypto-monnaies. Crypto-monnaie, un secteur qui subit une épidémie de violence et de kidnapping. Pendant longtemps, le pire cauchemar d'un investisseur crypto, c'était de perdre sa clé privée, de voir un exchange faire faillite ou de cliquer sur le mauvais lien. C'était des menaces numériques, froides et distantes. Mais depuis quelques mois, en France, la menace a changé de visage. Elle ne se cache plus derrière un écran, elle porte une cagoule, elle frappe à votre porte au milieu de la nuit, et elle est armée. Vierzon, Nantes, Toulon, ce ne sont plus seulement des points sur une carte, c'est devenu le théâtre de faits divers assez inédits. Et ce ne sont pas des affaires isolées, on parle d'une tendance lourde, des entrepreneurs mutilés, des familles séquestrées, des adresses qui fuitent depuis le cœur même de l'administration française. Retour en juin 2025, dans les bâtiments au style brutaliste du fisc, en région parisienne. Une fan se fait interpeller et elle finit par être écrouée. Pendant des années, cette fonctionnaire a eu accès à un logiciel baptisé Mira. C'est la base de données fiscales de l'administration française. Dedans, il y a tout. Vos revenus, votre patrimoine déclaré, votre adresse, tout. Et cette dame a utilisé ses accès au logiciel pour renseigner des criminels. Les enquêteurs ont évidemment analysé ces outils. Elle a cherché des informations dans des dossiers de gardiens de prison, mais aussi évidemment d'investisseurs en crypto-monnaie. Elle a même recherché des informations sur Vincent Bolloré. Et évidemment, elle revendait ces informations au crime organisé qui se chargeait de la suite. Elle a été mise à pied et maintenue en détention, mais le mal est fait. En 48 heures, l'or et l'argent ont perdu plus de 6 500 milliards de dollars de capitalisation. On en a parlé hier matin. Et ce chiffre-là, c'est 4 fois la capitalisation totale du Bitcoin. L'argent a vécu sa pire journée depuis 46 ans. L'or a chuté de plus de 10% en une seule séance, son pire jour depuis 1900. Donc c'est la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux en France qu'ils veulent nous imposer. Mais ils nous invoquent un sujet qui nous est cher. Il faut protéger nos petites têtes blondes. Mais pour un observateur aguerri, on sait que ça fait des années qu'ils veulent imposer accès à Internet via des cartes d'identité. En 2023, les macronistes voulaient déjà le faire pour Twitter. Là, il y a notre ami Victor Ferry qui fait un bon parallèle, je trouve. Le taux d'élucidation des cambriolages en France est de 7%. L'un des plus bas au monde. Dans certains pays d'Asie, il est à 90%. Il y a encore des Français assez bêtes pour croire que si l'État vous flique, c'est pour vous protéger. Résultat, le dollar a bombé le torse et l'or et l'argent se sont pris une claque monumentale. Et là, c'est un petit peu la panique. Le monde entier était acheteur sur l'or et l'argent parce que c'était un coup sûr. Et quand tout le monde veut évacuer l'avion en même temps par une toute petite porte de 80 cm en prenant son trolley et son bagage à main, eh bien ça finit forcément en boucherie. Le VIX, l'indice de la peur et de la volatilité pour les États-Unis, 11%, donc on revient au-dessus de la zone des 18, on est presque autour de 20 et on va voir donc si on a un décollage à ce niveau-là, puisque ce qui pourrait propulser véritablement les marchés dans la torpeur, ça serait d'avoir le S&P 500 et le Nasdaq qui partent au sud également, avec des oscillateurs qui sont encore très très hauts. Et c'est là où finalement je me pose la question de où irait le marché crypto si le marché traditionnel se fait oblitérer à son tour. Alors oblitérer c'est un bien grand mot, mais ne serait-ce qu'en moins de 10% sur les indices, ça nous mènerait très certainement en ligne droite autour des 2000 milliards de capitalisation pour le crypto total, ce qui correspond peu ou prou autour des 55 000 $ de Bitcoin. Et dit Bitcoin d'amour. Alors ce qui est très marrant, c'est, rappelez-vous, la structure weekly long terme nous dit tant qu'on casse pas les 74 500, on a toujours cette structure qui est valide. Mais on n'est pas allé la casser. Tu sais, un scénario qui serait oufissime, si je peux me permettre, c'est le scénario où finalement, on valide le running. Le gros running weekly, celui qui nous envoie sur un record historique rapidement. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas invalidé. Alors, c'est chaud, hein. Voilà, la structure, elle a des sueurs sur le front, tu vois. Là, c'est chaud parce qu'on est à quelques dollars près, tu vois. C'est assez marrant. Mais ça serait fou de ne pas casser les 74 500 et d'exploser après pour valider le running weekly.
On se retrouve avec un Bitcoin qui est autour de son support puisqu'il est venu mécher à 75 voire légèrement en dessous et c'est vraiment la dernière démarcation, la dernière zone pertinente en termes de support qui avait déjà été testée au moment des tarifs de Trump en avril 2025 et si on perd cette zone, vraiment derrière ça se gâte et on va en direction des fameux 55 000 $ qu'on avait bien identifié au préalable avec cette moyenne mobile à 200 semaines qui est aujourd'hui à 58 000 précisément. Donc j'aimerais bien avoir un son de cloche un peu plus optimiste à vous offrir aujourd'hui, mais en l'état on ne peut que subir malheureusement les affres du marché et on se pose pas mal de questions au-delà du marché crypto et de jusqu'où il pourra baisser ultérieurement, puisqu'on l'a vu en début de week-end, voire même un peu avant le week-end, on a eu une TH pareil, et du coup on fait la transition sur Ethereum. Alors lui, le plus bas de 2025, il est très très bas, pour l'instant j'en parlerai pas, mais on a défoncé le fair value gap daily ici. On en avait parlé, si Bitcoin va chercher son plus bas annuel, le niveau réciproque sur Ethereum, c'est entre 2100 et 1850. Donc je pense qu'on va y aller, et ça c'est une bonne zone pour ceux qui sont dans une optique investissement long terme. Alors les gars, on est obligé cette semaine de parler de l'affaire Epstein. Il y a quelques jours, le FBI a balancé une partie du fameux dossier Epstein. Alors il y a à boire et à manger. C'est vraiment succulent pour des complotistes vétérans comme nous ici ce soir. Tu sais, c'est un peu un espèce de rêve humide pour complotistes. C'est du caviar en boîte. C'est ton pote complotiste du fond du jardin qui passe sa journée à dire que l'état profond est une cabale de pédosatanistes qui sacrifient des enfants. Et en fait, ce mec-là avait raison. Le Mossad, la Libye, les pédos, Macron, les Rothschild, ça donne de plus en plus de cachets sur toutes ces théories entre guillemets du complot. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.